Richard Findiquian. Franz Olivier, bonjour. Bonjour Richard. Franz Olivier Gisbert, vous publiez le second livre de votre histoire intime de la Ve République, dont le premier était consacré essentiellement au général de Gaulle et qui portait en sous-titre « Le sursaut ». Dans ce second tome intitulé « La Belle Époque » que vous publiez chez Gallimard, vous retracez le déroulement de combats politiques que vous avez suivis pour le Nouvel Observateur et d'autres organes de presse. Vous couvrez les années 70, cette ère Pompidou-Giscard, à la fois insouciante, bourgeoise et révolutionnaire, dont vous avez bien connu la plupart des acteurs. Cela vous permet de dévoiler les alliances secrètes, les trahisons prévisibles, les ambitions contrariées en puisant dans votre mémoire et dans 50 ans d'archives personnelles, Franz Olivier. Ah oui, c'est ça qui est incroyable, c'est que en fait ces archives, si un éditeur n'était pas venu en me disant tiens vous devriez faire ça, je sais pas, ils auraient pourri parce qu'en fait de temps en temps j'ouvrais et je me disais oh c'est trop de boulot, je veux pas faire ça et l'éditeur de Gallimard, Rana Lévy, un jour il m'a dit mais attendez, vous devriez faire une histoire intime, personnelle de la Ve République, donc pas des mémoires, ce ne sont pas des mémoires où je raconte ma vie. Non, vous racontez l'époque et vous vous mettez en scène, mais vous parlez de ce que les gens pensaient de l'époque, de tel événement, et ce qu'on peut en penser aujourd'hui. Enfin, vous faites sans arrêt des va-et-vient dans votre mémoire et dans l'actualité. Et voilà, et il m'a dit d'écrire ça, comme ça. Et c'est vrai que je me suis prêté à ce jeu. Et franchement, je suis très content. Au moins, si vous voulez, j'avais le matériel. Je vais pas le chercher. Mais j'ai tellement de matériel, si vous voulez, que c'est un boulot énorme de tri, d'archives, et puis énormément de livres aussi. Alors bon, voilà, je peux pas dire que le travail était mâché, mais en même temps, j'avais déjà tout pour faire ces 3 tomes, hein, puisque ce sera en 3 tomes, là, c'est une trilogie. Et qui va se terminer, je pense que j'aurai fini l'année prochaine le 3e tome. J'ai commencé déjà il y a longtemps. Je répète, tout est mâché, hein, tout est là, mais enfin, il y a un travail de fou, de tri, puis parfois de vérification, voilà. Alors c'était le bon temps, hein. Vous dites que c'était une autre époque au cours de laquelle la France était comme un bolide lancé à pleine vitesse. Ça, c'est grâce à la politique du général de Gaulle. Jamais oublié le plan RUEF, qui est un plan de rigueur puissance 1000, très violent, où il supprime même des pensions d'anciens combattants, donc c'est très très dur. Et d'ailleurs, quand il lance ce plan de Gaulle, la majorité de la classe politique, je dirais presque la totalité, la quasi-totalité de la classe politique est déchaînée contre ce plan de rigueur. Mais en fait, il aura très vite des effets, puisque l'idée évidemment c'est de refaire partir l'économie qui est un peu à plat quand il arrive au pouvoir en 1958 avec un taux d'inflation de 15%, etc. Donc c'est de faire repartir l'économie et ça marche très bien. Et alors, ça continue évidemment sous Pompidou, et Pompidou il va rajouter quelque chose dans le moteur du gaullisme, c'est l'industrialisation qui est son grand dada. Mais 1973, premier choc pétrolier, et si vous voulez là on parle toujours de la hausse des prix de l'énergie en France, qui ne sont pas liés d'ailleurs à la guerre en Ukraine, hein, attention, c'est pas du tout la même chose. En Allemagne, oui, la guerre en Ukraine a un fort impact, pas du tout sur la France. Nous, on a une forte augmentation des prix parce que, bon, effectivement, les prix de l'énergie ont augmenté. Et puis, vous savez, le quoi qu'il en coûte. Quand on fait marcher la machine à billets. Pour faire le quoi qu'il en coûte et tout ce qu'on a fait, il fallait sans doute le faire, mais enfin bon, il fallait bien savoir qu'après l'inflation viendrait. D'ailleurs, on l'a tous écrit, moi je suis partie de ceux qui ont écrit l'année dernière ou il y a 2 ans. Bon, maintenant voilà, on va avoir des années de forte inflation et je pense que nous on fait les malins en France parce qu'effectivement les prix de l'énergie ont été contenus grâce aux mesures du gouvernement, mais comme maintenant tout ça est lâché, vous verrez l'inflation, la hausse des prix en 2023, ça va pas être triste. Donc voilà, ce que je veux dire par là, c'est que ces 2 hommes dont on parle, Pompidou et Giscard, ils ont à gérer des crises plus violentes que celles que nous vivons aujourd'hui, avec 2 chocs pétroliers, 1973 et 1979, et à la fin, ils ont tellement bien géré l'économie que il n'y avait pratiquement pas d'endettement et quasiment pas de déficit quand ils ont rendu le pouvoir, qu'ils se sont battus de justesse, n'oubliez jamais, de justesse, par Mitterrand en 1981. Alors comment expliquer pourquoi ces années Pompidou-Giscard suscitent de plus en plus de nostalgie en France ? Je vais vous donner un petit chiffre très simple, très bête, qui résume tout. Et c'est un chiffre qui illustre le déclassement de la France. En 1975, la France était dans les 5 premiers, 5e en fait,
en matière de niveau de vie. Le niveau de vie des Français était le 5e du monde. Je répète, le niveau de vie des Français était le 5e du monde en 1975. Aujourd'hui, il est tombé au 26e rang. Et d'ici à ce qu'il tombe au 30e rang, ça va arriver vite. C'est-à-dire, donc, il y a ce sentiment de déclassement. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, la France était un pays aussi très exportateur. C'était à la fin des années Giscard. La France exporte énormément. Bon, aujourd'hui, oui, elle exporte et elle importe. Et elle a un déficit du commerce extérieur de 150 milliards, ce qui est de la folie. Et moi, ce qui me frappe, vous voyez, c'est que personne n'en parle. On a des grands débats à l'Assemblée nationale pour parler de ceci, pour parler de cela. On écoute les LFI tonitrués sur tel ou tel sujet, des discussions enfin, on parle du sexe des anges. Mais voilà, ça, c'est une vraie réalité. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça ne pourra pas durer éternellement. Vous voyez que le déficit du commerce extérieur, quand il est à ce niveau-là, eh ben, il provoque évidemment des perturbations économiques financières nombreuses, à commencer par l'endettement. Alors vous évoquez notamment dans cet ouvrage les millions de Raymond Barre cachés dans une banque suisse, les conquêtes d'un soir de Jacques Chirac, 15 minutes douche comprise, le double foyer conjugal de François Mitterrand avec Anne Pinjot, maire de Mazarine, Giscard d'Estaing, chasseur de fauves en Afrique et séducteur de jeunes femmes. Vous dites, la France brillait de mille feux, capitale mondiale de la culture, elle n'avait pas encore été détrônée par New York ou Londres. Bah, c'est vrai, ça c'est quelque chose qu'on dit quand on voyage beaucoup, ce qui a toujours été mon cas, c'est qu'on se rend compte que c'était l'époque, vous voyez, Giacometti était mort, mais Pablo Picasso était là flambant net. Vous aviez toujours bien vivant Claude Lévi-Strauss, Claude Lévi-Strauss qui est le grand paléontologue de la planète, Triste Tropique, enfin, je peux continuer, la liste est longue, ces personnages étaient là. Vivant, il parlait, il discutait. Je parle pas de Sartre parce que Sartre, bon, je l'exécute dans mon livre. Oui. Et puis de tous les maoïstes débiles, des intellectuels maoïstes débiles qui étaient nombreux. Hein, justement, je voulais en parler. Oui. mais c'est vrai que c'était de ce point de vue quand même. La France comptait dans le monde, quoi. Et nos intellectuels, c'était pas ça. Comment dire, ils avaient vraiment leur voix portée loin. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous avons toujours des intellectuels. C'est vrai que les Français, peut-être, les considèrent moins comme intellectuels parce que, contrairement à Sartre, ils ne font pas d'appel au meurtre ou ils ne font pas l'éloge de régimes abjects, comme par exemple la Chine de Mao, avec un grand timonier qu'il fallait, vers lequel tout le monde faisait tout le monde baisait la babouche, beaucoup d'intellectuels, et qui a quand même tué 70 millions de personnes. 70 millions de personnes victimes du communisme maoïste. Faut jamais oublier. Alors vous dites, justement, vous racontez comment trotskistes, communistes, extrémistes se sont rués sur la belle et grande dame. Vous dites, ils étaient épaulés par la vedette de la nouvelle pensée Jean-Paul Sartre et la nouvelle coqueluche Michel Foucault et autour d'eux, derrière eux, tous ceux qui voulaient tout déplacer en réalité pour tous se placer. Oui, c'est ça, oui, bien sûr. Vous voyez bien, quand vous prenez la liste des trotskistes, c'est toujours assez comique, puisque ce sont des gens qui ont bien réussi après dans les affaires, ce sont des fils de bourgeois. Ce sont comme les bobos d'aujourd'hui. Si vous voulez, ce qui est terrible, c'est que la gauche, elle a perdu ses racines. Ses racines, c'est quoi? C'était le monde ouvrier, c'était les damnés de la terre, pour reprendre le titre du livre de Frantz Fanon, ou de chant d'ailleurs, du grand chant d'international. Mais aujourd'hui, c'est vrai que ce sont les bobos qui ont repris la gauche. Et les bobos, ils s'intéressent qu'aux problèmes de bobos. Ils s'intéressent pas au reste, parce que de toute façon, le pouvoir d'achat, ils l'ont, etc. Et ce sont des fils de bourgeois. Et ces fils de bourgeois, à l'époque, ils étaient maoïstes. C'était pas les fils de prolétaires, c'était pas les fils des damnés de la terre qui étaient maoïstes. C'était vraiment les fils de bourges qui crachaient sur leur famille. Alors vous parlez avec nostalgie de cette belle époque, si bien décrite dans les films de Sautet, une époque où l'on travaillait plus longtemps et où l'on s'amusait aussi davantage, les tablés de copains, les bouteilles qu'on débouchait, les femmes qui nous aimaient et la conviction d'être bien et d'avoir fait le bon choix. Oui, on avait le sentiment, disons, à l'époque, là je suis très vieux con, je suis désolé, c'était mieux avant, mais c'était pas mieux avant non plus, il faut pas exagérer. La médecine notamment a fait des pas de géants aujourd'hui. Quand on avait un cancer du poumon, à l'époque on mourait, aujourd'hui on meurt plus, attention, c'est pas mieux avant sur tous les plans. Mais c'est vrai surtout qu'il y avait le sentiment à l'époque que l'avenir nous appartenait.
que l'on pouvait tout faire. Quand on était jeune, dans les années 70, c'était quand même plus facile que d'être jeune aujourd'hui. Être jeune aujourd'hui, bon, je vois il y a beaucoup de jeunes, diplômés par exemple, qui songent à s'expatrier, etc. C'est pas trop un sentiment qui existait à l'époque. On a l'impression que la France était encore un grand pays. Et c'est vrai que ce qui est frappant aujourd'hui, c'est... Moi, je suis pas décliniste. Je pense que le déclinisme, en fait, c'est le déni des problèmes qui sont là devant nous et qu'il faut régler, qu'on refuse de régler déjà depuis des décennies avec des politiques qui ne font que de la com. Donc, il faudrait un jour s'attaquer aux problèmes et au lieu de faire des discours, régler les problèmes avec des lois, avec des réformes que nos politiques aujourd'hui, je pense notamment à notre président actuel, évidemment, semblent absolument incapables de faire. Psychologiquement, je veux dire, il suffirait de prendre des décisions, mais ils sont incapables aujourd'hui de prendre des décisions, ce qui est très frappant. Je rappelle le titre de votre livre, Histoire intime de la Ve République, la belle époque, publié chez Gallimard, un beau livre de nostalgie et une plongée passionnante dans un âge d'or révolu. Le livre est en compétition pour le prix Charles Villeneuve 2022, qui sera remis le 10 décembre à Marseille, à l'hôtel du département des Bouches-du-Rhône. Merci Franz-Olivier. Merci Richard, merci. À très vite. Bientôt. À bientôt, au revoir. Maintenant, voici la question jeu RCF Cultura Aubagne, Cinéma Le Prado. Quel était le sous-titre du premier tome de l'histoire intime de la Ve République consacré essentiellement au général de Gaulle? Je vois Frédéric Banégas en train de chercher la réponse. Alors je la répète, Frédéric. Quel était le sous-titre du premier tome de l'histoire de la Ve République consacré essentiellement au général de Gaulle? Des cartes cadeaux Cultura et des places de cinéma avec le cinéma Le Prado à Marseille à gagner. Pour les premières bonnes réponses au 04 91 50 82 33, 04 91 50 82 33. À vous de jouer. Richard Fandikian.